Merci Martine, merci tout le monde de m'avoir invité. Alors, je suis le seul qui ne va pas vous faire de cas clinique parce que ma présentation ne se prête pas très bien à ça. Et donc, on va essayer de voir si tous les stents se valent. Donc, point d'exclamation, moi j'ai rajouté un petit point d'interrogation parce que, à mon avis, la question n'est pas tout à fait tranchée, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus. Alors, je vous montre juste le titre de cette revue qui est parue en fin d'année dernière, qui a été écrite par Manel Sabaté, qui a fait l'étude Examination, donc l'étude avec le stent alvéolumus dans l'infarctus du myocarde. Et vous voyez que ça reste quand même un sujet qui reste débattu, malgré le niveau de recommandation qui est, à l'heure actuelle, attribué au stent actif, donc drug-eluting stent and acute myocardial infarction, combinaison létale ou AMI. Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup de stents à l'heure actuelle à disposition qui sont très différents. Il n'y a pas actif, pas actif. Il y a des BMS. Donc ceux-là, c'est en général à l'heure actuelle tous des chrome cobalt. Il y a des stents qu'on appelle couverts non actifs qui sont appelés comme ça dans l'LPPR. Et là, vous avez le stent à l'oxynitrure de titane de Hexacat, donc le titan à l'heure actuelle l'Optimax. Vous avez le stent au carbure de silicium de chez Biotronic. Le prokinétique, et puis même dans les stents actifs, donc les stents à regage de produits actifs, vous avez des stents à polymère permanent, à polymère biorésorbable, des stents sans polymère qui vont arriver, et puis maintenant même vous avez des stents avec un double coating, vous avez un stent avec un polymère biorésorbable plus un coating en dessous, donc ça c'est le nouveau stent de Biotronic. Vous avez les stents, donc j'aurais dû mettre des scaffolds biorésorbables, vous avez des stents auto-expansibles qui peuvent être actifs ou pas actifs, et puis vous avez un stent qui a été designé spécialement pour l'infarctus du myocarde, qui est le stent, je ne me rappelle plus son nom, mais qui a été utilisé MS Guard, tout à fait, merci, dans l'étude master, avec une utilisation assez confidentielle. Alors, le débat, en fait, il se situe sur est-ce qu'il faut mettre un stent. Là, vous avez les recommandations de 2012 sur l'infarctus du myocarde, qui sont les dernières recommandations de prise en charge de l'infarctus du myocarde. Donc, c'est une recommandation de grade 1A, donc le choix du stent, c'est important. Alors, qu'est-ce qui était préconisé à l'époque avec un bon niveau de recommandation, grade 2 AA. Donc, si votre patient n'est pas à risque hémorragique, on a beaucoup parlé de ça ce matin et puis lors de ce symposium, vous avez la préférence pour implanter un stent actif. Alors, moi, j'aime bien aller voir dans la biblio des recommandations, voir sur quoi se fondent ces recommandations. Alors, forcément, en 2012, la majorité des études, et là, je vais vous parler uniquement de la dernière, puisqu'elle reprend toutes les autres études, concernent des stents qui sont totalement obsolètes. Si vous regardez les études sur lesquelles se fondent ces recommandations, à l'époque, donc en 2012, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, l'intégralité des stents qui sont sur la diapositive n'était plus en vente. Alors, en plus, si on regarde les résultats de cette méta-analyse, donc de façon tout à fait, on va dire, attendue, les stents actifs réduisent le taux de revascularisation, quel que soit le délai d'observation, à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais néanmoins, au prix d'une augmentation de thrombose de stent tardive, ce qui était connu avec les stents de première génération, et ce qui n'est pas étonnant parce que toutes les études étaient portées sur des stents de première génération, avec un taux de nécrose passé la 2e année qui était plus important dans le groupe stent actif, et avec un effet neutre sur la mortalité. Alors je vous laisse juge de savoir si ce type de performance mérite une recommandation de stade 2AA. Alors, on a eu un upgrade des recommandations récemment. Donc là, c'est les recommandations sur la revascularisation myocardique, qui ne sont pas les recommandations spécifiques à l'infarctus, mais ça permet de remettre plus rapidement à jour un petit peu notre niveau de connaissance. Et là, on a une recommandation avec les stents actifs dits de nouvelle génération, de grade 1A. Alors c'est pareil, on va regarder les études qui fondent cette recommandation. Et vous avez essentiellement 2 études sur lesquelles je vais revenir un peu. Vous avez l'étude Examination, avec le stent alvéolumus, le Xience, versus sa plateforme nue. Alors je ne sais plus si le Vison ou le ML8, je ne me rappelle plus exactement. Et vous avez l'étude avec le Biolimus et sa plateforme nue. Et puis il y avait une autre étude que je ne vous détaillerai pas, parce que c'est l'étude qui compare le stent alvéolumus au stent Cypher, qui n'est plus utilisé, donc je ne vois pas l'intérêt de tirer des conclusions à partir de comparaisons avec des stents qui ne sont plus utilisés. Alors l'étude Examination, donc, qui a été publiée par Manel Sabaté, donc en 2012, donc l'année en fait, où les recommandations de l'infarctus ont été faites, donc trop tard. Et le endpoint primaire de cette étude était le truc habituel, décès, infarctus, toute revascularisation, c'est ce qu'ils appelé le endpoint patient dépendant. Et puis vous avez ce qu'on appelle à l'heure actuelle les endpoints qui dépendent plus du stent, qui ne prennent en compte que les gestes de revascularisation liés aux réinterventions sur le stent.
Alors donc c'était une étude assez importante, à peu près 2 fois 750 patients dans chaque groupe, et ben, le endpoint primaire dans cette étude était neutre. Donc pas de supériorité du stent actif à l'éverolimus par rapport au stent nu. Bien entendu, le TLR était diminué dans le groupe stent actif, ce qui est le minimum social qu'on puisse attendre. Et on a quand même eu une bonne surprise, c'est que le taux de thrombose de stent dans le groupe stent actif était moins important que dans le groupe BMS. Néanmoins, c'est quand même une étude négative. L'étude Comfortable AMI, donc avec le Biolimus, là cette fois on a eu des résultats un peu plus qui étaient plus espérés. Donc là c'est pareil, enfin c'est pas tout à fait pareil. Le endpoint était inversé par rapport à l'autre étude, c'est-à-dire que le endpoint primaire était en fait device dépendant et donc incluait le TLR et pas toutes les revascularisations. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a? Cette fois-ci c'est une étude qui est positive avec des MS qui étaient plus importantes dans le groupe BMS, donc 8,7 versus 4,3 dans le groupe actif. Avec un autre, le critère patient dépendant, qui était également en faveur de l'utilisation du stent actif, avec, encore une fois, aucun effet sur la mortalité, mais bon, peut-être les études ne sont pas forcément dimensionnées pour ça. Et puis, cette fois-ci, un effet neutre, ce qui confirme la sécurité d'emploi du stent, sur, en fait, le taux de thrombose de stent, que ça soit avéré ou probable. Alors, dans ces recommandations, il y a quand même un certain nombre de choses qui manquent. Donc, c'est ce que je vous ai avec des stents, d'autres stents. Donc, les stents couverts avec des mailles, avec un filet pour empêcher les embolies distales, donc le stent MS Guard. Le Master Trial, j'en parlerai pas, parce que l'endpoint était uniquement la résolution du ST, donc aucun critère clinique. Et ceux qui ont eu la chance ou la malchance de l'utiliser savent que c'est un pieu. Donc, de toute façon, dans l'état actuel des choses, je ne pense pas à un stent qui a un gros avenir. Les stents auto-expansibles, donc de Stentis, il y a tout un programme à l'heure actuelle qui s'appelle les études à position, c'est pareil, il n'y a pas encore de données consistantes. Les stents biorésorbables, c'est la grande affaire du moment. On a à l'heure actuelle en cours ISAR Absorb infarctus du myocarde et Absorb STMI, donc l'étude Trophy 2, dont on n'a pas encore le résultat. Et puis, on a des études qui ne sont jamais citées dans les recommandations, qui sont des études avec le stent de chez Exacat, le stent Titan, avec un coating à l'oxynitrure de titane, qui s'est comparé à des stents actifs de 2e génération. Alors je ne vais pas vous refaire l'historique des études Titan avec le Taxus, ça n'a aucun intérêt, puisque le Taxus n'est plus utilisé. Alors, vous avez cette étude qui a été publiée dans Eurointervention en 2012, donc je pense qu'elle aurait mérité d'être prise en compte dans les recommandations de 2014, qui est l'étude Base ACS Trial, qui comparait donc à la fois dans les ST+, et les ST-, le stent à l'oxynitrure de titane, donc dénommé BAS, versus le stent à l'éverolimus, avec un endpoint primaire à 1 an, qui était un critère combiné de décès cardiaque, infarctus non fatal et de redilatation guidée par l'ischémie. Donc, c'était une étude d'équivalence, donc critère primaire donc, qui a été atteint. Équivalence entre donc, le stent à l'oxynitrure de titane et le stent à l'éverolimus, qui était le Vision, le Xience. Une augmentation du taux d'infarctus dans le groupe Xience. Et puis, on va dire un effet neutre sur les taux de revascularisation secondaire. En termes d'études de sous-groupe, est-ce qu'il y a une différence entre les ST+, et les ST- dans cette étude? Il n'y a aucune différence. Le résultat est consistant, que ce soit pour les patients avec un infarctus du myocarde ou les patients avec un infarctus sans élévation du ST. Et puis, au dernier PCR, donc on a eu les résultats à 2 ans de cette étude. Là, je vous remontre en fait, le MES à 1 an, donc avec une équivalence entre les deux plateformes, 9,6, 9%, avec en jaune le stent bioactif à l'oxynitrure de titane. Et à 2 ans, vous voyez que les résultats sont confirmés avec une équivalence entre les deux plateformes. Alors, si on veut se résumer, pas tout de suite. Là, vous avez ici donc les différents composants du endpoint, et vous voyez que dans le groupe, dans les deux groupes, il y a une équivalence globalement sur la mortalité et sur les taux de redilatation. Et là encore, on a un meilleur profil de sécurité pour le stent à l'oxynitrure de titane. Alors, on pourra reparler de ça tout à l'heure. Alors, pour se résumer, pour le titre qu'on m'avait donné, donc si on tient uniquement en compte la mortalité, c'est clair que vous pouvez mettre ce que vous voulez. À l'heure actuelle, il n'y a aucun stent qui va vous réduire la mortalité dans l'infarctus du myocarde. Donc mettez ce que vous voulez. Mais si vous prenez en compte d'autres paramètres, ce qui est important, parce qu'après tout, on est en train un petit peu d'affiner nos résultats dans l'infarctus du myocarde, très clairement, les drug-eluting stents, en particulier le stent
de chez Abbott ont une diminution du taux de revascularisation avec un bon profil de sécurité, puisqu'il y a moins de taux de thrombose de Sten que la plateforme nue, mais clairement, vous avez une alternative qui est tout à fait valable avec les stents à l'oxynitrure de titane, pour lequel on a une équivalence en termes de résultats pour l'ensemble des critères de jugement, avec, semble-t-il, un meilleur profil de sécurité, mais l'étude est un petit peu, on va dire, sous-dimensionnée encore pour avoir une idée définitive. Et à l'heure actuelle, il y a une grosse étude en cours qui s'appelle TIDE ACS, qui va, avec la nouvelle plateforme, qui va à nouveau comparer donc, le stent à l'oxynitrure de titane avec un stent à la Everolimus. Voilà, je vous remercie.